C'est bon? Ok. Eh bien, bonjour, du coup. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de sécurité sur Internet et d'HTTPS. Et on va essayer de voir rapidement, très rapidement même, comment ça fonctionne. Donc moi c'est Quentin Aubert, je suis développeur full stack à la Maïf. Je travaille sur deux produits essentiellement, Autoroshi et Daikoku, c'est des produits qui sont open source. Vous pouvez y aller les voir sur notre GitHub. Autoroshi, c'est notre reverse proxy API management. Et Daikoku, c'est son petit frère, c'est le portail de développeurs API self-service. Et comme dit, je suis développeur web depuis un petit moment et forcément, j'utilise HTTPS. Et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, HTTPS, c'était plutôt une boîte noire un peu magique. Je ne savais pas trop comment ça fonctionnait, donc du coup je me suis penché dessus et aujourd'hui je vais vous parler de ce que j'ai découvert, ou essayer du moins. Avant tout, avant HTTPS, il y a quand même HTTP. HTTP c'est un acronyme pour Hypertext Transfer Protocol. Et du coup, si vous avez été à l'école, vous avez probablement entendu parler du modèle OSI. Et donc du coup, HTTP, c'est un protocole qui est encapsulé dans une suite de protocoles Internet qui sont TCP et IP. Alors IP, c'est pour Internet Protocol, et c'est le protocole réseau qui va permettre de communiquer entre deux adresses IP. Et TCP, c'est le Transmission Control Protocol qui lui va permettre d'établir une session de communication entre ces deux adresses. TCP, il est plutôt fiable, il va détecter les erreurs réseau. Par contre, il est plutôt faillible contre les attaques malveillantes sur ce même réseau. L'idée, c'est de le protéger avec un troisième protocole qui est TLS, pour Transport Layer Security. Et c'est donc TLS qui va rajouter la sécurisation à HTTP, et HTTP devient HTTPS. Donc on a une toute première définition qui est HTTPS, c'est HTTP over TLS. Ok, très bien, mais alors TLS, qu'est-ce que ça apporte réellement à HTTP ? Alors, ça va apporter un mécanisme de confidentialité en chiffrant les échanges sur le réseau à l'aide d'une clé de session. Et ça va aussi apporter un mécanisme de certification pour permettre d'authentifier les personnes qui communiquent, et un dernier mécanisme qui va permettre de vérifier l'intégrité des messages lors de l'échange. On va prendre les choses une par une et parler de cette confidentialité donc, qui est apportée par le chiffrement symétrique. Alors, chiffrement symétrique, c'est la plus vieille forme de chiffrement connue dans l'histoire. On en trouve déjà des traces en Égypte, moins 2000 avant Jésus-Christ. César l'a beaucoup utilisé, il a même donné son nom à un des algos de chiffrement. Et donc du coup, c'est un chiffrement qu'on dit à clé privée. Il y a une seule clé unique dans l'algo où tous les utilisateurs ont la même. Cette clé, si elle pèse 128 bits, elle est considérée comme forte. À 512 à l'heure actuelle, c'est considéré comme inviolable avec nos puissances de calcul. Et donc du coup, comment ça fonctionne réellement ? On va prendre Alice qui veut envoyer un message à Bob de manière sécurisée. Donc Alice et Bob partagent la même clé de chiffrement. Alice va chiffrer son message à l'aide de cette clé, va obtenir un message chiffré qu'elle va pouvoir envoyer à Bob. Et Bob va pouvoir déchiffrer avec cette clé et lire le message d'Alice. Donc du coup, c'est plutôt cool comme type de chiffrement, parce que c'est assez rapide, c'est puissant et c'est résistant. On a vu que du coup, en fonction du poids de votre clé, il n'y a pas trop de problème pour le craquage en force brute. Par contre, c'est faillible parce que tout le monde a la même clé. Donc du coup, s'il y a 5-6 personnes et dans ces personnes-là, il y a une personne malveillante, du coup, elle a la clé, elle va pouvoir déchiffrer votre message. C'est surtout encore plus faillible parce qu'il va falloir échanger cette clé avec les personnes avec qui vous voulez communiquer. Et là, pour le coup, si quelqu'un intercepte la clé, c'est fini en fait. Elle va avoir la clé et on revient sur la première faille où tout le monde a la clé. Donc du coup, même les personnes qui ont intercepté vont pouvoir déchiffrer les messages. Donc avec TLS, on va essayer d'échanger cette clé de manière sécurisée, et ça va être apporté avec du chiffrement asymétrique. Donc chiffrement asymétrique, c'est un concept qui est beaucoup plus récent. Il est attribué à deux messieurs, Diffie et Hellman, en 1976. Et c'est un concept qui fait la distinction entre des données publiques et des données privées.
là où tout à l'heure tout était privé. Donc le terme asymétrique, il va s'appliquer dans le fait qu'il y a deux clés pour chaque utilisateur, une clé publique, une clé privée, que l'utilisateur va fabriquer lui-même. Alors du coup, comment ça va se passer? Donc là, on a toujours Alice qui veut envoyer un message à Bob, mais au préalable, Bob, il a généré deux clés de chiffrement, une clé publique, qui est la clé verte sur le schéma, et une clé privée, qui est la clé orange. Donc du coup, Alice va aller récupérer la clé publique de Bob, chiffrer son message à l'aide de cette clé, obtenir un message chiffré, l'envoyer à Bob, et Bob, lui, va pouvoir le déchiffrer avec sa clé privée. Et du coup, il n'y a vraiment que sa clé privée qui permet de déchiffrer le message. Et Bob peut lire le message d'Alice. Ce type de chiffrement, il apporte aussi un deuxième mécanisme qui peut être intéressant, c'est le mécanisme de signature, où là, du coup, Alice va pouvoir utiliser sa clé privée pour signer le message, l'envoyer à Bob. Alors, au moment où elle envoie le message à Bob, le message, il peut être aussi chiffré, en fait. Là, pour l'exemple, on a fait un message, il n'est pas chiffré, mais... Donc du coup, elle envoie le message à Bob, et Bob, lui, va pouvoir aller récupérer la clé publique d'Alice pour vérifier que le message est bien signé par Alice et être sûr et certain que du coup, il n'y a personne qui a intercepté le message et qui l'a rechiffré avec d'autres clés, en fait. Donc là, le chiffrement asymétrique, il apporte une distribution de clés qui est sécurisée et surtout le mécanisme de clé publique et privée qui répond et qui pallie à la faille du chiffrement symétrique. Par contre, du coup, c'est un type de chiffrement qui peut être lent et lourd. Alors les clés sont très longues et c'est des méthodes de calcul qui sont plutôt beaucoup plus lourdes que le chiffrement symétrique. Donc c'est pour ça qu'on va... Techniquement, on va se retrouver avec des défauts qui sont partagés, des avantages aussi. Donc, TLS, avec TLS, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le chiffrement symétrique pour communiquer, mais on va utiliser le chiffrement asymétrique pour échanger cette clé et pas se retrouver dans le cas de figure où quelqu'un peut intercepter la clé en clair. Donc là, du coup, c'est tout bête. Au lieu qu'Alice veuille envoyer un message à Bob, en fait, elle va générer une clé qui va servir à l'algo de chiffrement symétrique. Elle va chiffrer la clé à l'aide de la clé publique de Bob, obtenir une clé chiffrée, l'envoyer à Bob, où là, du coup, quiconque l'intercepte ne pourra pas la déchiffrer parce que du coup, il faut la clé privée de Bob. Et du coup, Bob peut déchiffrer cette clé et obtenir la même clé qu'Alice. Et là, ils vont pouvoir démarrer une session de communication avec un algo de chiffrement symétrique. Donc du coup, on a vu comment TLS allait pouvoir chiffrer les communications. Et TLS, il apporte aussi un mécanisme de certification qui va pouvoir permettre d'authentifier et de certifier qu'on communique bien avec les bonnes personnes. Donc du coup, un bout de la communication, on a le serveur qui va présenter son certificat. Donc le certificat, faut le voir comme une carte d'identité numérique de manière simple. Il va permettre d'identifier et d'authentifier le serveur sur lequel on se connecte. Il va aussi permettre de chiffrer à l'aide d'une clé qui est contenue dedans, mais on a déjà plutôt vu en fait. Et à tout l'autre bout d'Internet, entre guillemets, on a des tiers de confiance qu'on appelle Certificate Authority, qui eux vont permettre de signer ce certificat pour être certain que le certificat est valide en fait. Donc on a les CA Racine, qui sont vraiment les Certificate Authority les plus bas niveau, qui elles vont jamais réellement signer les certificats serveurs, ils vont plutôt signer d'autres certificats intermédiaires, et ces certificats intermédiaires peuvent signer d'autres certificats intermédiaires ou les certificats serveurs. Et on se retrouve avec une chaîne de signature qu'on va appeler chaîne de certification, qui vont permettre d'assurer à l'utilisateur qu'il est bien connecté au bon serveur. La signature de ce certificat, elle a 5 grosses propriétés. Elle va permettre de rendre authentique le certificat, en fait, et donc authentique aussi l'identité du signataire. Elle est infalsifiable. Une signature, elle est non réutilisable. Elle est adossée à un document et on ne peut pas déplacer la signature sur un autre document, enfin, donc du coup sur un autre certificat. C'est inaltérable, donc en fait la signature elle est intimement liée au document aussi et on ne peut pas ni altérer la signature ni altérer le document. Et en dernier lieu, c'est irrévocable. En fait, une fois qu'un tiers de confiance a signé votre certificat, il ne peut plus dire non, en fait, j'ai plus envie, quoi.
Donc comment ça fonctionne en vrai? On va prendre l'exemple de Let's Encrypt, qui est l'autorité de certification intermédiaire qu'on utilise à la Maïf. Donc on va partir d'un certificat. Let's Encrypt, elle va calculer un hash du certificat. Donc ça, c'est des données qui sont connues publiquement en fait. Let's Encrypt utilise MD5 dans mes souvenirs. Ce hash-là, ils vont le chiffrer à l'aide de leur clé privée, obtenir une signature qu'ils vont adosser à notre certificat, qui devient un certificat signé, qui peut être présenté à chaque client qui se connecte au serveur. Et le client, lui, va faire deux choses. Il va extraire la signature, récupérer la clé publique de Let's Encrypt s'il ne la connaît pas, mais la plupart du temps, il y a beaucoup de clés publiques qui sont déjà connues des navigateurs. Et à l'aide de cette clé, il va pouvoir extraire le hash que Let's Encrypt a calculé. Et dans un second temps, il va donc récupérer le certificat et calculer lui-même le hash de certificat. Il va pouvoir comparer les deux hashes et être certain que le document n'a pas été altéré entre le moment où il a été signé et le moment où il est présenté. En fait. Si c'est le cas, si les deux hashes sont corrects, en fait, là, globalement, pour résumer très vite, le navigateur il va fermer le cadenas en haut et vous dire que la session, que le certificat est correct et que le serveur est celui sur lequel vous voulez connecter. Le certificat, il a pas mal de propriétés. Très rapidement, il a surtout les plus importantes, c'est le CN, donc le Command Name, qui correspond le plus souvent au nom de domaine du serveur, et les SAN, les Subject Alternative Name, qui vont permettre d'étendre la validité du certificat à d'autres noms de domaine. Alors, on m'avait soufflé que les SAN allaient commencer à devenir la norme et que le nom commun était plutôt un identifiant ou allait devenir un identifiant dans les années à venir. Il a une validité. Il a surtout aussi les informations relatives à l'émetteur, donc le nom de l'émetteur et les Authority Information Access qui vont permettre au client SSL, ou votre navigateur entre autres, d'aller rechercher les certificats s'il ne les a pas en mémoire. Et il a aussi, bien entendu, la clé publique qui va permettre de chiffrer les données. Donc du coup, si on fait la somme de tout ça, on va pouvoir schématiser comment fonctionne un échange avec TLS entre un client et un serveur. Donc on va partir du fait qu'il y a un client qui veut communiquer avec un serveur et que le client il fait confiance à une autorité de certification racine et que le serveur il a un certificat qui est signé par cette même autorité de certification. Ça, c'est ce qu'on va appeler la PKI HTTPS. Le client il va démarrer avec une première requête qui est la requête client hello et il va envoyer au serveur les différentes versions de TLS qu'il utilise. Alors je ne parle pas des versions de TLS parce qu'on est dans un quickie. Les différents algorithmes de chiffrement qu'il est capable d'utiliser et un nombre random qui lui servira à calculer la clé de session un peu plus tard. Le serveur il va traiter la requête et il va renvoyer lui 3 requêtes. La serveur hello où il va choisir, enfin il va dire son choix de version de TLS, son choix d'algo de chiffrement, un autre nom random qui va lui permettre de générer la clé de session. Et les deux autres requêtes, c'est son certificat et le serveur hello-done pour dire qu'il a terminé le hello. Alors je crois que c'est à ce moment-là que le serveur peut demander le certificat et, pour faire du MTLS. Donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, nous on entend pas mal parler en ce moment. Et donc du coup, là le client il va pouvoir checker le certificat du serveur. Il va surtout pouvoir commencer à générer la clé de session, envoyer cette clé de session chiffrée à l'aide de la clé publique du serveur et envoyer son finish. Le serveur lui va récupérer la clé de session, la déchiffrer. Donc du coup maintenant le client et le serveur partagent la clé de session, renvoie le finish au client pour dire qu'il a bien terminé. Donc ça, cette partie-là de TLS, c'est le TLS Unchecked en fait. Donc là, ils ont fini leur poignée de main, ils ont échangé la clé de session et maintenant on va pouvoir démarrer le TLS Record où le client va générer son message, chiffrer le message à l'aide de la clé de session, l'envoyer au serveur et le serveur va pouvoir lui déchiffrer le message du client et ainsi de suite. Donc là, comme dit, c'était le TLS Record. Et voilà, on a pu voir comment TLS pouvait permettre de chiffrer vos échanges sur Internet et de certifier que vous communiquez avec les bonnes personnes.
Merci beaucoup. Je vais dire